Bonjour à tous, c'est Nissenboy et vous êtes sur Ikikomori TV pour une vidéo très spéciale là sur le coup. Euh, de toute façon, je fais très peu de vidéos donc ça change pas grand chose. On pourrait dire que chaque vidéo est spéciale vu que chaque vidéo sort exclusivement une fois par an à chaque fois. Là, c'est vraiment très spécial. Pourquoi? Parce que nous sommes le 20 juillet 2021 et ce 20 juillet 2021, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Ouais. Même si je suis très peu présent sur cette chaîne, ça reste quand même mon petit bébé. Donc pour moi, voilà, il y a de l'émotion parce qu'il y a des souvenirs, plein de souvenirs. Donc j'ai créé cette chaîne le 20 juillet 2011, j'allais dire 2001, non, 20 juillet 2011, je crée la chaîne Ikikomori TV. Je vais vous raconter un petit peu la genèse, l'histoire, des petites anecdotes, mais aussi surtout parler de l'avenir de la chaîne. Que va-t-il devenir de cette chaîne? C'est quoi les projets? C'est quoi pourquoi tu fais très peu de vidéos? Pourquoi est-ce que c'est toujours pourquoi c'est toujours une sorte de, je sais pas, un, un événement rarissime tel le passage d'une météorite, enfin de non, c'est pas les non, c'est les comètes, pardon. C'est comme le passage d'une comète, voilà. Donc là, je vais vous raconter tout ça. Je vais voir vite fait. J'ai créé cette chaîne le 20 juillet 2021. Je vais faire un truc très simple. Bah, pour ça, avant, je vais commencer. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée. Voilà, premier sponsoring incroyable. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Rhinoceros Shield, Red Shadow VPN. Ne partez pas, ce sera très vite. Je vais vous expliquer en quoi. Je déconne, il n'y a pas de sponsor. Pardon, je sais pas, j'avais envie de commencer avec une blague. Je sais qu'on me dit souvent que mes blagues sont nulles, mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai créé cette chaîne à la base et comment c'est parti en cacahuète. Je- oui, on peut dire ça. Alors, avant toute chose, je vais d'abord ouvrir mon compte, je vais sur Twitter. Euh, Parce que hier j'avais écrit un. Non, c'était hier, c'était cette nuit. Euh, Voilà. Donc, j'avais dit donc, dans mon post qu'il y a 10 ans, donc, il y avait un amoureux de la sous-culture japonaise, qui créa une chaîne YouTube qui se nomme Ikikomori TV. Cet amoureux, c'est moi. Et donc ces inspirations, c'était l'ermite moderne, beaucoup d'émissions No Life et Healing the Sun, et notamment les émissions No Life. Je vais vous dire en fait exactement pourquoi j'ai créé cette chaîne à la base. Et donc en fait l'histoire c'est que il faut savoir que j'étais un grand fan de No Life avant sa disparition en 2019. Je crois que c'était 2019, hein, No Life nous a quittés en 2010. C'était en 2019 ou en 2018? No Life, c'était 2018, je crois. Je crois que No Life nous a quittés en 2018, il me semble. Et en fait, ça a été pour moi un véritable. Ça m'a vraiment fait du mal quand la chaîne nous a quittés en 2018. De toute façon, elle était sous perfusion, ça on le savait depuis pas mal de temps. Par exemple, il y avait plus de 101%. Voilà, les 101%, c'était terminé. Et ça m'a fait. Voilà, je trouve ça très triste parce que je conserve vraiment un très très bon souvenir de No Life. Et c'est No Life qui m'a poussé à créer cette chaîne il y a 10 ans. Parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? euh, Parce qu'un coup l'écran devient noir et un coup elle devient blanc. Bref. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que alors dites-vous que ce n'est pas une vidéo à voir, hein, c'est une vidéo à écouter. On écoute la vidéo comme on pourrait écouter une station de radio. Donc ça sert à rien de voir ma tranche de cake pendant tout le long de la vidéo. Vous pouvez vaquer à une occupation entre temps. Dites-vous c'est comme un live. J'aurais bien voulu faire un live pour l'occasion. Le gros problème c'est que je ne peux plus faire de live sur ma chaîne. Sur d'autres chaînes c'est possible, mais sur la chaîne là, sur Ikikomori TV, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi, ça fait depuis bientôt un an
Ça fait plus d'1 an que ça ne fonctionne plus. Je n'arrive plus à faire de live sur ma chaîne. Je n'arrive pas, je sais pas, je n'arrive pas à trouver d'explication. Si quelqu'un pourrait trouver, je sais pas, une explication rationnelle à ça. Mais dites-vous que là, cette vidéo n'est pas une vidéo à voir. Donc, si vous trouvez que c'est un peu long, parce que ça va être long, très vite, hein, je pense que ça va durer 20 minutes, 30 minutes, j'en sais rien. Ça va être un peu long, donc du coup, mettez la vidéo en accéléré et en même temps, faites une autre, je sais pas, dessiner, jouer aux jeux vidéo à côté, vous voyez, comme ça, ça rend la lecture plus digeste, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai créé, donc Ikikomori TV, je l'ai créé le 20 juillet 2011, suite à une frustration. La frustration, c'était quoi? C'est qu'en fait, voilà, donc je regardais assidûment No Life depuis 2008. J'ai commencé même à m'abonner à No Life online, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. J'ai commencé à m'abonner à No Life dès 2010, vous voyez. Mais en 2011, j'avais remarqué quelque chose qui me frustrait, c'est que il n'y avait pas d'émission consacrée au manga sur No Life. Et quand je dis d'émissions consacrées au manga, parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein d'émissions consacrées aux jeux vidéo, à plein de choses comme ça. Il y a même une émission, Road Strip, pour ceux qui connaissent, une émission présentée par Davy Mourier, qui présentait une émission qui se nommait Road Strip, et qui est une émission consacrée à la bande dessinée. Donc bande dessinée, c'était vraiment surtout du franco-belge. Il y avait des mangas, il y avait des comics books, mais il y avait surtout du franco-belge, parce que Davy Mourier, c'est un grand amoureux de franco-belge. Moi aussi, enfin moins qu'avant, mais quand j'étais adolescent, je lisais énormément de franco-belge et de manga aussi. C'était vraiment du 50-50 à l'époque, hein. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que le manga reste exclusivement ma seule lecture en bande dessinée. Il y a très peu de franco-belges. Il y en a quelques-uns chaque année, mais je lis essentiellement des mangas. Et souvent, c'est toujours des seinen. Je lis quasiment plus de shonen, pour vous dire. Et donc, en fait, j'ai oublié ce que je devais dire. J'aurais dû faire une petite liste. Donc en fait, ouais, j'ai fait une petite liste en fait. Ouais, je vais la mettre là. Mais c'est juste des mots-clés, du coup, je sais même pas pourquoi je les ai écrits. Quel con. Oui, je suis con. C'est terrible. C'est pour ça que je déteste les vidéos improvisées, parce que je suis nul en improvisation. Je commence à paniquer, je sais pas quoi dire. Mais est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'ai perdu le fil, vous pouvez me dire c'était quoi déjà, de quoi je parlais? C'est vrai, je suis pas en live, c'est vrai. Oui, donc je vous avais dit que j'étais con. Voilà, No Life. Je suis désolé, il n'y aura pas de cut parce que c'est une vidéo, comment dire, que je vais réaliser d'une traite. Et comme ça va prendre du temps, j'aimerais bien sortir cette vidéo avant minuit. Là, il est 21h48, donc je suis en sueur. Et en plus, il fait chaud. Et donc No Life, en fait, le truc, c'est qu'ils avaient carrément une émission consacrée à la bande dessinée, mais ils n'avaient pas d'émission consacrée au manga. Vous voyez, à l'histoire du manga, la genèse, la biographie de mangaka, voilà, de tel mangaka, Osamu Tezuka, Akira Toriyama, Naoki Urasawa, qu'importe les grands mangaka de l'histoire. Moi, je rêvais de ça, je rêvais que No Life, que j'adorais, vraiment j'adorais cette chaîne, puisse créer une émission consacrée au manga, à l'art du manga. Et quand je parle du manga, je parle de le manga papier, vous voyez. J'ai pas de manga à côté de moi, mais un manga papier. Et il n'y en avait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment frustrant et surtout ironique pour une chaîne qui se dit chaîne pour les otaku. Parce qu'il faut savoir que No Life a failli s'appeler Otaku TV. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les co-créateurs de la chaîne, les co-fondateurs que sont Alex Pilote et Sébastien Rucher, ils avaient fait un vote, ils devaient réfléchir au nom de la chaîne. Ils ont au départ pensé à Otaku TV, et finalement c'est tombé sur No Life, avec ce merveilleux slogan: il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Je trouve ce slogan génial. Et en fait, je trouvais ça vraiment ironique pour une chaîne comme ça, on peut pas avoir une émission consacrée au manga. Je trouvais ça frustrant. Vous allez me dire, oui, mais il y avait des chroniques sur les mangas, sur l'émission 101%. Et en effet,
Sauf que c'est des micro-chroniques qui ne duraient à peine 5 minutes, voire moins. C'était vraiment une chronique vraiment ridiculement courte. Et en fait, le truc avec cette chronique, c'est que on parlait de plusieurs mangas, mais aussi parfois on parlait des comics, on parle de franco-belge, mais quand on parlait de manga, c'était genre, on part d'une œuvre, et cette œuvre-là, c'est ce manga, on va y consacrer moins d'une minute là-dessus. On va faire une micro-critique très rapide, et ensuite au suivant. Et ça, c'était vraiment très frustrant. J'aurais voulu une analyse complète d'un manga pour ensuite me faire un avis et me dire bon voilà moi, je vais acheter ce manga, je vais le lire, je vais y prendre du plaisir. Et malheureusement non, il n'y a jamais eu d'émissions comme ça et je trouvais ça vraiment très frustrant. Pareil pour les émissions sur l'animation. Quand je sais que beaucoup de gens qui bossaient chez No Life étaient de gros passionnés d'animation et notamment de la vieille animation old school des années 80-90, ils ont grandi avec ça, ils ont justement leur passion, ce sont comment dire, leur passion en grand, enfin, ce sont je veux dire, la passion a gonflé et leur passion pour l'animation japonaise a vraiment s'est amplifiée, a gonflé grâce à ça, grâce à l'animation japonaise des années 80-90, pour les plus vieux les années 70 avec Goldorak, avec toutes ces choses-là. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi No Life n'avait pas une émission mensuelle, genre même une émission mensuelle, ça m'aurait suffi. Une émission consacrée uniquement à l'animation japonaise. Vous allez me dire, ils avaient Katsuka. Sauf que Katsuka, en fait, quand on connaît bien Katsuka, on s'aperçoit que c'est plutôt une émission qui se consacre exclusivement à l'animation je dirais pas amateurs, mais des émissions qui consacrent à l'animation de petits studios un peu underground, un peu obscurs, réalisés souvent par des étudiants qui viennent tout juste de sortir d'école. Vous voyez, c'était souvent on balançait des petits courts-métrages comme ça, et parfois c'était pas de l'animation japonaise, très souvent c'était de l'animation occidentale, c'est très bien, il y a des très bons courts-métrages, il y a des tas de courts-métrages d'animation occidentale que je trouvais génial, et il y avait aussi de l'animation sud-coréenne, de l'animation taïwanaise, notamment il y a eu un court-métrage avec une petite fille aveugle qui commence à imaginer des tas de choses incroyables dans sa tête en promenant son chien, ou je me rappelle plus c'était quoi. Je l'avais découvert il y a 10 ans, c'était en 2011. Ça a été un véritable coup de cœur. Moi, j'avais la petite larme aux yeux, c'était génial. Moi, Katsuka, c'était vraiment une émission géniale. Mais en gros, voilà. Moi, c'était l'animation japonaise, l'histoire de l'animation japonaise. Je voulais vraiment qu'on parle d'un réalisateur, d'un scénariste, d'un animateur, d'un studio, raconter l'histoire d'un studio, je sais pas, Bones, Gainax, tout ce que tu veux, Madhouse. Je voulais vraiment qu'on parle de tout ça, et il n'y avait pas ce genre d'émission-là. Katsuka ne parlait pas de ça. Que Katsuka parlait de l'animation au sens large, et au niveau universel, c'est-à-dire tous les pays du monde, on s'intéressait à tout type d'animation, quel que soit le pays. C'est très bien, hein, mais encore une fois, c'était pas vraiment ce que je recherchais personnellement. Moi, j'étais vraiment à fond dans l'animation japonaise, et j'avais vraiment besoin d'une émission consacrée à l'animation japonaise, et malheureusement No Life ne pouvait pas m'offrir ça. Donc en 2011, du coup, qu'est-ce que je faisais? Comme No Life pouvait pas me nourrir de connaissances dans la matière, je traînais sur internet et je découvrais voilà, des interviews de mangaka, des interviews d'animateurs, de réalisateurs, de studios. J'apprenais, voilà, il y avait des tas d'anecdotes intéressantes. J'ai même acheté un numéro spécial d'Animeland consacré à des interviews de mangaka que le magazine avait fait durant ses 20 ans d'existence. Je crois que c'était pour les 20 ans d'Animeland. Je crois que Animeland est sorti en 91. Je sais plus, je crois que c'était pour les 20 ans. Et je veux juste savoir, en fait, j'ai envie d'avoir le cœur net. Alors, Animeland... Wikipédia, je sais pas si ils ont un voilà, consacré. Alors ça date de quand?
91. Oh, je suis trop fort. J'avais complètement oublié l'info, mais ouais, en effet, c'est 91, donc c'était pour les 20 ans d'Animeland. Euh, ils avaient fait un magazine, un numéro spécial interview de mangaka. Et ça m'avait vraiment... j'avais adoré ce magazine. C'est vraiment un recueil où ils rassemblaient tous les interviews de tous les mangaka qu'ils avaient rencontrés dans les conventions de 91 jusqu'à 2001. De 20 ans d'interviews, et je trouvais ça, mais c'était vraiment incroyable d'avoir ce magazine là, vraiment. Animeland, ils ont fait vraiment un truc génial du coup, et j'aimerais bien qu'on puisse rééditer. J'aimerais bien que d'ailleurs là on est en 2021, donc ça fait 20 ans que Animeland existe. J'aimerais bien que Animeland c'est triste parce que là je viens d'apprendre que Animeland maintenant c'est plus devenu un magazine mensuel mais trimestriel depuis 2018. C'est quoi ça, le format MOOC? C'est triste. Ça, c'est triste comme la crise du livre, la crise de la presse. En même temps, je découvre, je découvre des infos. Vraiment, je suis un peu sous le choc là. Bref, je redescends. J'aimerais bien que pour les 20 ans, les 30 ans de Animeland, on puisse réaliser un magazine, on puisse rééditer ce genre de magazine, mais cette fois-ci avec tous les interviews des mangaka entre 91 et 2021. Voilà. Et donc voilà, je suis tombé sur ce magazine. Et ça a été vraiment vraiment un vrai coup de cœur. Et je me suis dit, ce serait bien de partager ça. No Life ne peut pas le faire. Moi, j'ai une connexion internet. Je venais d'acheter un micro et un caméscope chez Boulanger. Et alors c'est con, mais je faisais du montage sur vous savez, je sais pas si ça existe encore. Je faisais du montage avec Windows 7, Windows Vista. J'étais sous Windows Vista, et il y avait un logiciel de montage de chez Windows qui est vraiment complètement pourri. J'ai complètement oublié le nom. Et je faisais mes premières vidéos avec ce logiciel de montage. Et je me suis dit, voilà, je vais toutes les connaissances que j'ai accumulées, je vais pouvoir les exprimer et le partager à un maximum de gens. Et si tant est que je puisse tomber sur des gens. Et en fait, c'est là c'est là d'où venait ma motivation. Et je suis tombé, donc j'avais des youtubeurs que j'appréciais beaucoup à l'époque, en 2011. 2011, c'était quoi 2011? C'était l'essor de YouTube. C'était bon, il y avait les youtubeurs à succès qui ont déjà très vite cartonné dès le début, comme Norman, Cyprien, ou bien qui d'autre, Mister V et compagnie, Hugo tout seul, je sais pas ce qu'il devient. Enfin, je dis ouais, il y a des noms qui me sortent comme ça, et je me demande, qu'est-ce qu'il devient Hugo tout seul? On n'entend plus parler de lui. Ouais, c'était vraiment le gros. C'était vraiment le 2011, c'était l'essor de YouTube. C'était là où les petites, des inconnus sortis des randoms sortis de nulle part ont commencé à cartonner sur YouTube. Il y avait déjà des youtubeurs que je connaissais déjà bien avant 2011, que j'apprécie toujours actuellement. Il y avait le joueur du grenier que j'ai découvert en 2010, avec, je sais plus c'était avec quel... le Chevalier du Zodiaque, une vidéo. Je me rappelle plus c'était quoi ça, la première vidéo que j'ai découvert du joueur du grenier. Mais il y avait surtout un autre youtubeur qui lui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos, c'est l'Ermite Moderne, que j'ai découvert avec son émission Souffrance Culture, consacrée à Hatsune Miku. Ça, je m'en souviens très très bien parce que il y avait un scandale à l'époque avec Hatsune Miku en France. Il y avait je ne sais pas si vous connaissez le Grand Journal présenté par Michel Denisot. Il y avait une rubrique musique présentée par une présentatrice et en fait elle présentait Hatsune Miku, mais en fait avec beaucoup de moquerie, de condescendance. C'était vraiment c'était pénible à voir. Il y avait une véritable méconnaissance du truc, ça faisait de la caricature, vraiment ça rendait le truc vraiment très ridicule. Et moi je m'en souviens que ça m'a horripilé de voir ça. Et par hasard, je suis tombé sur YouTube une vidéo de l'Ermite Moderne qui parlait justement de ça, avec son émission Souffrance Culture à l'époque où il n'était pas très
vraiment, il n'était pas vraiment très connu à l'époque. Mais il avait quand même, je crois que sa vidéo avait quand même cartonné quand même, hein. Elle avait bien cartonné. Et je faisais partie de ceux qui ont gonflé un petit peu le succès du truc, parce que j'ai découvert l'ermite moderne grâce à cette vidéo fin 2010, et je me suis dit, à l'époque, ce serait bien que je fasse la même chose. Mais à l'époque, j'osais pas. Je me suis dit, moi, je le sens pas. Et en fait, il aura vraiment fallu attendre 2011 pour que je me dise, allez, je me lance. Parce que, entre-temps, j'ai découvert un autre youtubeur qui, lui, m'a vraiment donné un coup de pied au cul pour me dire, allez, lance-toi. Alors, c'est très marrant parce que ça n'a aucun sens. En plus, anecdote, c'est que le mec, il aime pas les mangas. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est lui qui t'a donné envie vraiment de te lancer. Cette personne, c'est Link the Sun. Link the Sun, bon, je pense que vous connaissez tous. À l'époque, Link the Sun, il avait déjà un certain succès à l'époque. Je crois qu'il avait pas encore atteint les 100 000 abonnés, mais il avait quand même, voilà, il avait une communauté. Ses vidéos étaient très amusantes à voir. Et j'aimais bien vraiment ce qu'il faisait avec le point culture. Et donc en fait, je me suis dit, voilà, je vais faire ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'ermite moderne, lui, il montre pas sa tête. Et moi, je n'aime pas montrer ma tête. Je suis très mal à l'aise quand je monte ma tronche. Et du coup, je vais uniquement faire du voix off. Et ce que j'aimais bien aussi chez ces deux-là, chez l'ermite moderne et chez Link the Sun, c'est qu'ils faisaient des blagues. En même temps, ils t'apprenaient des trucs et en même temps, ils te faisaient des blagues. Et ça, je trouvais ça génial. C'est vraiment le bon ingrédient excellent pour rendre le truc très fluide, très agréable à voir, et pousser le public à suivre la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin. Pas comme ce que je fais là actuellement, ça c'est des choses qu'il faut pas faire. Mais là je le fais parce que c'est vraiment exceptionnel, là c'est les 10 ans de la chaîne. Et donc voilà, je me suis dit je vais faire comme les deux. Je vais emprunter justement déjà les thématiques abordées par l'ermite moderne, l'univers otaku, ça c'est quelque chose qui me parle, c'est mon univers à moi aussi, donc je vais aussi les aborder, mais je vais les aborder de façon à la Link the Sun. C'est-à-dire voix off et des blagounettes à droite à gauche, parce que j'aime aussi faire des blagues de merde. Et sauf que lui, il les fait mieux quand même. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc je suis allé au boulanger, j'ai acheté la caméra plus le micro, et j'ai créé la chaîne Ikikomori TV. Alors pourquoi Ikikomori TV ? Parce que je pense que les rares personnes qui me connaissent, qui suivent la chaîne, qui m'ont connu grâce à la chaîne, et qui aujourd'hui sont devenus des amis, savent que je souffre de phobie sociale, je suis vraiment un reclus, j'ai une peur maladive de la société, cette société me rend malade, littéralement, physiquement comme moralement, et donc en fait, cette phobie sociale, c'est quelque chose qui est aussi reconnu chez les gens qui sont Ikikomori. Voilà. Même si ça va presque un petit peu mieux qu'avant, je souffre toujours de phobie sociale malheureusement. Donc voilà, pour cette raison-là, mais surtout parce que j'ai découvert un manga et un animé qui m'a vraiment frappé, pas physiquement, hein, ça va, j'ai pas de bleu, mais frappé émotionnellement, c'est Enashka Nyokuso. Et cet animé, ce manga, j'ai découvert les deux en même temps. Ça a été vraiment une sacrée claque, parce que je me suis dit, merde, en fait il y a un nom à ça. En fait, quand j'ai le cœur qui palpite, quand je prends les transports en commun, quand il y a la foule, ou quand je dois me présenter à des inconnus, en fait, ça, il y a un nom. Quand j'ose plus sortir de chez moi parce que j'ai peur de faire des mauvaises rencontres, parce que j'ai peur de tomber sur un tordu qui va encore m'agresser pour la énième fois, parce que je sais pas, parce que je suis une proie idéale avec ma tête, je sais pas, pour toutes ces raisons là. Et ben en fait parce qu'à l'époque j'étais très gros, il faut le savoir. Il y a plus de 10 ans, j'étais vraiment très gros, je pesais presque 110 kilos. Et je pensais que je m'en prenais plein la gueule. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Ça a un petit peu aggravé ma phobie sociale. Et donc, du coup, pour moi, Ikikomori TV, pour moi, c'était naturel. Donc voilà, j'ai appelé naturellement. J'ai appelé ma chaîne comme ça me paraissait naturel. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas la première fois que je fais avant 2011.
ce n'était pas la première fois que je réalisais des vidéos sur Internet. En 2008, j'avais créé une chaîne sur Dailymotion, dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'était Nightmare. Parce que, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'était Nightmare. Parce que j'étais il y avait Nightmare dans le pseudonyme, mais je sais plus c'était quoi la suite. De toute façon, on m'a supprimé le compte. Parce que je me suis disputé avec une bande de connards qui s'étaient amusés à me troller. Enfin, troller, c'est pire que ça, c'était vraiment de l'acharnement. J'en recevais des messages et puis je me faisais insulter comme ça de toutes parts. Et c'était à l'époque où j'étais un peu jeuneau et donc un petit peu naïf et impulsif. Du coup, je les insultais aussi et du coup, ils ont signalé. Et du coup, c'est moi qui m'ai fait sucrer le compte. Au fond, je m'en foutais, mais parce que personne regardait mes vidéos à part ces connards bon, je sais pas pourquoi je remue ça alors que c'est du passé, mais tout ça pour dire en fait que je réalisais sur cette chaîne sur Dailymotion, je postais des vidéos où j'encourageais les gens à lire ces mangas. Sauf que c'était très austère, il n'y avait pas de blagues, j'étais trop sérieux, je me prenais trop au sérieux, et surtout je faisais ça avec une webcam 3 pixels, vraiment dégueulasse, et un micro, on m'entendait même quasiment, enfin, c'était inaudible. Euh, C'était vraiment très pourri. Ça, c'est là que je me rends compte à quel point la technologie a vraiment évolué. Entre la webcam que j'ai là actuellement, le micro que j'ai, et me dire qu'il y a presque 15 ans, je tournais avec une webcam dégueulasse et un micro, le micro interne du PC, il y a vraiment eu de l'évolution. Et donc c'était la première fois que je faisais des vidéos sur internet, c'était en 2008. Donc je l'avais appelé Nightmare quelque chose parce que j'étais à fond avec J'étais à fond sur le Visual Kei à l'époque. Je sais pas si vous connaissez ce style de musique qui est démodé maintenant, mais qui avait vachement cartonné dans les années 2000. Notamment, il y avait le groupe Nightmare, mais il y avait aussi l'un de mes groupes préférés, c'était Kagero, avec le chanteur Daisuke qui est décédé il y a plus de 10 ans déjà. Ce qui est triste, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il est mort le 15 juillet 2010. Donc il est mort en fait le jour de mon anniversaire. Je suis né le 15 juillet. Et donc j'étais à fond sur le Visual Kei et je l'avais appelé Nightmare quelque chose. Et je parlais de manga. J'avais parlé de Yakitate Japan. Je parlais de 20th Century Boys. Je parlais en fait de tous mes coups de cœur, ouais, de tous mes mangas favoris. Et mais c'était mal fichu, c'était mal foutu. C'était à l'époque où j'étais vraiment pas très bien dans ma peau. Justement, je faisais des vidéos aussi pour essayer de combattre un peu cette timidité maladive, et aussi pour essayer d'articuler comme il faut. Je m'aperçois, si vous vous rendez compte, j'ai toujours cette même difficulté, même si je pense que c'est un petit peu mieux quand même qu'il y a presque 15 ans, 13 ans. Mais à l'époque, ouais, c'était très difficile de parler, de m'exprimer. Et donc après, je me suis fait supprimer mon compte sur Dailymotion et je suis allé directement sur YouTube en 2009. Mais cette chaîne-là, c'était uniquement pour visionner des vidéos, faire des playlists et tout ça. C'était pas du tout pour faire des vidéos. C'est vraiment en 2011 que je vais vraiment me décider en créant, donc voilà, le 20 juillet 2011, Ikikomori TV. Et donc voilà, je réitère donc l'expérience réalisée en 2008, mais cette fois-ci avec des outils quand même, un micro, voilà, un logiciel de montage. Et je réalise ma première vidéo consacrée aux otaku. Voilà. Qui a été. C'était nul. Oh là là. Oh, bref, bon, il faut toujours un début à tout, et forcément, les débuts, généralement, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Surtout quand on n'est pas très à l'aise avec le média, forcément, les premières fois, c'est toujours mauvais. Mais moi, c'était vraiment très nul. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, entre 2011 et 2015, je stagnais dans les 20 abonnés à chaque fois. Vraiment, 20 non, attendez. Non. De 2011 jusqu'à 2014, j'étais toujours dans les 20 abonnés. Et comme j'avais pas d'amis, ça n'arrangeait pas. C'est qu'en fait, les abonnés, c'était vraiment des purs inconnus, des gens que je connaissais absolument pas.
Et euh, il y avait des gens qui m'encourageaient. Il y en a certains qui sont devenus des amis. Je pense, voilà, Cassandre, si tu, si tu regardes la vidéo. Je pense à Dim aussi, si tu regardes la vidéo. Euh, voilà, et puis des gens qui sont simplement des connaissances, qui ne sont pas des amis, mais qui sont des connaissances et que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, je pense par exemple à Roux, voilà, si tu regardes la vidéo, on se parle plus vraiment, mais sache que le cœur y est, enfin, je sais pas si ça se dit. Je pense aussi à Tristan, si voilà. Tous ces gens-là, en fait, bah, moi qui étais complètement solitaire, du jour au lendemain, grâce à cette chaîne, je suis devenu moins seul. Voilà, ça c'est les miracles de YouTube. Euh, euh, que dire Euh, donc en fait, voilà, je sors, en fait, entre 2011 et 2014, je réalise des vidéos pas très régulièrement, et l'accueil est pas forcément oufissime, c'est que il y a le ratio like-dislike qui est plutôt, voilà, c'est 50-50, quoi, presque 50%. Généralement, il y a quand même plus de likes que de dislikes, mais on voit que ça ne contente pas beaucoup, et je comprends, parce que quand je revisionne ces vidéos, j'ai des frissons de honte qui me parcourent le corps. Je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu... comment j'ai pu réaliser de telles vidéos, enfin comme ça, en étant persuadé que c'était correct. Évidemment, j'avais un humour très lourdingue, comme toujours, sauf qu'à l'époque, hein, c'était quand même beaucoup plus pire. Et il y avait, voilà, c'était mal foutu, le montage était maladroit, euh, c'était mauvais, c'était très mauvais même, très mauvais. Mais ce qui était bien, c'est que les commentaires des gens, même les plus cinglants des commentaires, me permettaient de m'améliorer. Et je me suis quand même amélioré, hein. C'est pas pour me balancer des fleurs, mais objectivement, si vous regardez, si vous voyez ce que je fais, bah, vous voyez qu'il y a quand même une nette progression, hein. Il y a quand même, voilà. Euh, et c'est vrai que les gens qui connaissent, qui sont abonnés à cette chaîne et qui se sont abonnés, souvent la majorité d'entre eux se sont abonnés à cause d'une vidéo que j'avais réalisée en 2015, dont je suis pas très fier. Cette vidéo, ça s'appelle 5 raisons qui font de Dragon Ball GT une catastrophe, qui est toujours disponible, mais en non répertorié. Et en fait, cette vidéo a atteint déjà les 600 000 vues. Et c'est un... Waouh, c'était vraiment fou quand j'avais sorti cette vidéo-là. À la base, il faut savoir, une anecdote, c'est qu'à la base, elle n'était pas censée... je devais pas la sortir. À la base, je devais sortir une vidéo qui s'appelait Anecdotaku spécial Lupin 3, ou consacré à Lupin 3. C'était vraiment parce que je voulais vraiment parler de Lupin 3. C'est un manga, un animé que j'affectionne énormément. Et c'était des semaines et des semaines de boulot, de recherche, de documentation. Je réunissais un maximum d'éléments, voilà, comme ça, d'images, de vidéos pour parler du sujet. C'était vraiment bien foutu. Sincèrement, je pense que s'il y avait pas eu si mon PC n'avait pas cramé, je pense que vous aurez apprécié la vidéo. Et le truc, c'est que mon PC a cramé après une partie de Daisy. J'avais joué à Daisy entre deux montages. Entre deux parties de montage, enfin je sais pas si ça dit partie de montage, entre deux montages, en fait j'étais en train de faire une pause pour jouer à Daisy, et sauf que Daisy c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, et, en fait les barrettes de RAM avaient complètement cramé, mais complètement, et ça a été un immense choc, parce qu'en fait le PC en fait fonctionnait quasiment plus, et on a dû le réparer, j'ai formaté le PC, et j'ai perdu tous mes documents. Et du coup, quand j'ai formaté le PC, quand j'ai réinstallé Adobe Premiere et tout ça, j'ai refait une vidéo. Cette fois-ci, c'était une vidéo. J'avais appris entre-temps une nouvelle. Donc la nouvelle, c'était que Dragon Ball Super allait sortir prochainement. Donc, je me suis dit, je vais refaire une vidéo. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'en fait, c'est vraiment le hasard absolu, c'est que quelques semaines avant, je me revisionnais les épisodes de Dragon Ball GT. C'est vraiment un hasard, enfin, c'est le hasard total, quoi. Et ce qui m'a permis de faire, en fait, je me dis, tiens, c'est marrant, Dragon Ball Super va sortir, et je regarde ça, genre, c'est 20 ans après la fin de Dragon Ball Z,
En même temps, j'avais visionné des épisodes de Dragon Ball GT quelques semaines avant. Et si je faisais une vidéo sur Dragon Ball GT, et à l'époque, j'étais tellement de mauvaise humeur, vraiment avec le PC qui avait cramé et tout ça, les mémoires vives, vous savez, les barrettes de mémoire que j'avais sur mon PC, ils ont littéralement cramé. Ça puait le cramé, ça a complètement cramé. C'est Daisy qui a fait ça. C'est le jeu, je sais pas comment il a fait, mais le jeu Daisy a complètement cramé mon PC. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc en fait, j'ai réalisé cette vidéo, donc 5 raisons qui font de Dragon Ball GT une catastrophe, euh, pour me défouler. Voilà, je veux dire les choses franchement, c'était vraiment pour me défouler. Dragon Ball GT, il n'y est pour rien, il n'a rien fait dans cette histoire, le pauvre il s'en est pris plein la gueule. Évidemment, j'ai un regard plus nuancé sur Dragon Ball GT. Dragon Ball GT n'est pas une catastrophe, c'est un animé qui n'est pas excellent, mais ce n'est pas un animé qui est catastrophique, qui est très mauvais. Non, il a des qualités notables. Et des défauts. Des défauts, voilà. Comme toute série, mais on va dire que Dragon Ball GT, il y a beaucoup de choses qui ne lui font pas trop. Enfin, c'est compliqué. Je ferai une vidéo peut-être sur Dragon Ball GT où je vais un petit peu nuancer ma vision sur cet animé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'ai volontairement été de très mauvaise foi avec cet animé dans le but de me défouler. J'avais besoin de me défouler avec une vidéo top, parce que c'était, je sais pas si c'était c'était la mode ou pas, mais moi j'ai pas fonctionné avec ça parce que moi j'aime les vidéos top, il faut le savoir, j'aime les vidéos top. J'ai toujours aimé ça depuis en fait bien avant YouTube. En fait, à la télévision, il y a une émission sur le paranormal que j'aimais bien regarder quand j'étais adolescent. C'était les 30 histoires extraordinaires. Je ne me rappelle plus qui présentait ça. Et en fait, c'était diffusé sur TF1. Et ça, vous voyez, ça, c'est une émission top. Vous voyez. 30 histoires paranormales extraordinaires, je ne sais plus ce que c'était. Et j'aimais vraiment regarder ce genre d'émission. Et en fait, j'ai toujours aimé les top vidéos. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime les top vidéos. Je pense que pour une partie d'entre nous. Mais beaucoup de gens verront ça comme une forme de vidéo putaclic. Mais si c'est bien foutu, je ne vois pas la raison. Je vois pas pourquoi on devrait considérer ça comme du putaclic. C'est juste une façon de réaliser une façon de réaliser une vidéo parmi tant d'autres. Il y a mille et une façons de réaliser une vidéo, de la façon dont on va le... Voilà. Et les vidéos top, c'est vrai que moi j'aime ça. J'aime en visionner et j'aime en faire. Mais c'est vrai que la façon dont j'ai traité Dragon Ball GT dans cette vidéo, c'est très putaclic. Là, je le dis, voilà, je le dis franchement. C'est vrai que personnellement, non, je déteste cette vidéo. Je l'assume vraiment pas du tout. Je sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, j'ai quasiment pété les plombs. Et donc, c'est avec cette vidéo que je suis sorti de l'ombre, je sais pas si on peut dire ça. En tout cas suffisamment pour que, par exemple, des youtubeurs très connus viennent me balancer des pics sur Twitter, vous voyez, des choses comme ça, des choses. J'ai même des youtubeurs très connus qui se sont mis à s'abonner à ma chaîne, vous voyez, des gens comme Greg Tatibian. Oups, je suis désolé si j'écorche le nom. La personne qui réalise Je suis pas content, l'émission Je suis pas content TV. Il y avait aussi Madiba. Enfin, à ce coup il y avait des youtubeurs très connus qui ont même carrément qui ont commencé à s'abonner à ma chaîne. Et là je me dis alors c'est comme ça qu'on sort de l'ombre. et le gros problème, c'est que voilà, en effet, comme je suis quelqu'un qui déteste la pression, et d'un coup, j'ai commencé un peu à être tétanisé. Honnêtement, franchement, quand je regardais un petit peu le nombre de vues, les commentaires, parfois insultants ou des trucs comme ça, n'importe quoi, je tétanisais. Vraiment, j'étais tétanisé, vraiment tétanisé. Et je me suis dit, merde, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas? Et pendant très longtemps, et jusqu'à je sais pas combien, pendant très longtemps, je me posais la question. Et donc du coup c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais très peu productif sur la chaîne, très irrégulier.
il y a aussi des problèmes d'argent, des problèmes de matériel entre le PC qui a des problèmes. Et puis évidemment, il y a les problèmes de santé, parce que oui, j'ai une santé un peu... je suis vraiment à la ramasse niveau santé. J'ai parfois des défaillances et tout ça, c'est chiant. Euh, et toutes ces raisons-là font que ça a été difficile pour moi d'être très régulier sur la chaîne. Beaucoup de gens ont quasiment dit que c'était du gâchis. Et ça, sur le coup, je ne sais pas si on peut dire ça, on peut dire les choses ainsi, mais peut-être bien, peut-être que c'est du gâchis en effet. Peut-être que c'est du gâchis, mais je pense que si j'avais pas tous ces handicaps, si j'étais pas, si j'étais un peu plus combatif, plus motivé, je pense que j'aurais fait des vidéos très régulièrement. Et depuis le temps, j'aurais atteint plus de 10 000 abonnés, ça c'est certain. Je vais vous parler de... Je vais vous parler de l'avenir de la chaîne maintenant. Donc j'avais écrit sur... J'avais fait un thread, un défilement sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Parce que je ne fais pas... Enfin, ok, je fais des traits d'humeur, je m'exprime, je parle... comment dire, quand j'ai des traits d'humeur comme ça, je les exprime de temps à autre. Mais je fais aussi des dessins. Je suis en train de réaliser un manga. Et vous pouvez voir l'évolution du travail uniquement sur mon compte Twitter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc j'avais écrit quoi ? Qu'est-ce que j'avais écrit ? Je vais vous lire en fait jusqu'au début. Ça va être très rapide, ne vous en faites pas. J'en profite pour vous raconter comment j'ai créé cette chaîne. Je regardais assidûment No Life depuis 2008, mais en 2011, j'avais remarqué quelque chose qui me tracassait. Pourquoi n'y a-t-il pas chez No Life d'émissions consacrées au manga ? Donc histoire, genèse, biographie des mangaka, etc. En 2008, je faisais déjà des conseils de lecture de manga sur Dailymotion, mais personne ne tombait là-dessus, à part certains... Bref. En 2011, je me suis dit, si je réitérais l'expérience, mais en m'inspirant des styles divers qu'on peut trouver sur YouTube, qui étaient en pleine ébullition durant cette année, je parle de YouTube évidemment. J'aimais les émissions de l'ermite moderne à l'époque, notamment Souffrance Culture, mais je n'aimais pas me montrer face caméra, du coup j'ai opté pour la méthode de Link the Sun qui réussit à bien se faire entendre sans avoir besoin de montrer sa tête. J'achète un caméscope et un micro chez Boulanger. Étant un véritable reclus social et solitaire endurci et ayant été marqué par le visionnage de NHK Yokoso, je crée un compte YouTube que je nomme naturellement Ikikomori TV. Ce que No Life ne pouvait pas m'offrir, je tenterai de l'offrir aux rares personnes qui suivront cette chaîne. Me suis-je dit au moment d'écrire ma première vidéo, très mal foutue entre guillemets, entre parenthèses, consacrée à l'histoire des otaku à travers le temps. Le parcours était chaotique, j'ai toujours été peu régulier, les problèmes personnels, matériels, financiers, de santé, de perte de motivation, etc. feront stagner la productivité sur la chaîne durant ces 10 longues années. Mais aujourd'hui, je ne renonce pas définitivement à l'idée de reprendre cette chaîne en main et d'être plus productif et imaginatif. J'ai tellement de choses à raconter. J'ai changé en partie grâce à elle, j'ai rencontré des gens qui sont actuellement devenus des amis. Elle n'a pas guéri ma phobie sociale, mais elle m'a permis de trouver une autre manière de m'épanouir à travers cette passion pour la J-culture. Alors, quand on dit passion, c'est pas que le fric. Sachant qu'il faut savoir qu'entre 2015 et 2017, entre 2015 et 2017, parce qu'après au-delà je ne gagnerai plus rien, j'ai gagné moins de 100 euros. Une centaine d'euros, vraiment. C'est, voilà. Donc de m'aider à combattre le fait de réaliser des vidéos m'a permis de combattre ma timidité maladive de l'époque. Je regrette vraiment pas d'avoir fait cette chaîne. J'étais très mauvais à l'époque, même un petit peu aujourd'hui, un petit peu, quand même, je me suis quand même un peu amélioré, mais j'ai pu m'améliorer au fur et à mesure des années grâce aux critiques des gens. Le manque de régularité fait que ce n'est toujours pas parfait aujourd'hui encore, mais je vais continuer. La motivation n'est pas encore là,
mais l'envie, si. Je sais, c'est bizarre. Entre parenthèses, je réalise pas de vidéos, mais j'écris beaucoup. Presque une centaine depuis 2015. Oui, parce qu'il faut savoir que même si je réalise très peu de vidéos, j'ai tellement d'idées que j'écris. J'écris beaucoup. Dès que j'ai une idée de vidéo, je commence à écrire des vidéos sur un document Word sur mon PC. Et malheureusement, le problème c'est que ça dort dans le disque dur. Voilà, ça ne va pas au-delà parce que, encore une fois, il faut écrire une vidéo, c'est une chose, mais ensuite pouvoir le mettre en forme en tournant la vidéo, en faisant du montage et tout, puis ensuite en le publiant, c'est une autre paire de manches. Ça demande beaucoup d'énergie et tout ça. Et parfois, ouais, donc malheureusement, il m'arrive souvent. Il m'arrive souvent de pas aller jusqu'au bout, ouais, de juste écrire la vidéo et ensuite l'écriture de la vidéo, ça dort dans le disque dur. Et après, entre 2015 et aujourd'hui, je crois que c'est ça, oui, entre 2015 et aujourd'hui, euh, il y a presque, il n'y a pas 100, mais il y a presque 100, une centaine de documents. Vraiment, c'est pas des conneries. Il y a près d'une centaine de documents Word consacrés aux vidéos sur la chaîne, qui, pour une majorité d'entre elles, je pense malheureusement ne sortiront jamais, soit parce qu'elles ne sont pas finies, soit parce que je ne suis pas satisfait du résultat, et d'autres qui vont un jour, je pense, j'espère, sortir. Voilà. Donc ça dort dans mes disques durs, mais un jour je finirai bien par les sortir. C'est ce que j'écris dans le défilement Twitter. Et un jour je finirai bien par atteindre ces 10 000 abonnés. Et ça sans devoir parler de Dragon Ball LOL. Oui, parce que faut savoir que en fait la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont des fans de Dragon Ball. Et moi j'aime l'univers Dragon Ball parce que j'ai grandi avec cet univers là. Mais pour moi, c'était pas forcément. J'avais pas envie de parler que de ça. Je ne voulais pas que cette chaîne soit une chaîne consacrée uniquement à Dragon Ball. Parce que, voilà, je n'aime pas m'enfermer sur un seul univers. Même, je sais, voilà, quand j'étais adolescent, gamin même, quand j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans, quand je rentrais dans l'adolescence, le seul manga que je connaissais, c'était Dragon Ball. Que je lisais, pardon. Je connaissais d'autres mangas, mais le seul manga que je lisais, et que j'adorais lire, c'était Dragon Ball. Et j'étais très peu curieux sur le... Sauf que quand j'ai terminé Dragon Ball, je me suis dit merde, j'aimerais bien lire des mangas similaires à Dragon Ball. Donc j'ai commencé à lire d'autres mangas. J'ai découvert Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, puis ensuite j'ai découvert... après il y avait aussi des mangas de sport, par exemple il y a Captain Tsubasa, puis... il y avait d'autres mangas, il y avait Noritaka, il y avait Katsuo, des mangas de baston comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé après à regarder d'autres trucs qui n'ont strictement rien à voir avec les genres que je préférais dans le manga. J'ai commencé à découvrir par exemple Détective Conan. Aucun rapport, il n'y a pas de baston, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien de tout ça, c'est juste un lycéen qui devient qui est un grand détective, qui a une grande intelligence et qui devient par accident un gamin de primaire qui résout les enquêtes à la place d'un détective raté. Enfin, voilà, et là j'ai commencé à être de plus en plus curieux jusqu'à découvrir des seinen pour la première fois à l'âge de 13 ans, 14 ans avec Monster, 20th Century Boys, qui restera je pense mon manga favori. Je parle de 20th Century Boys, c'est le meilleur manga que j'ai pu lire dans ma vie. Même si j'ai pas été très satisfait par la fin. Voilà, donc j'ai pas envie de m'enfermer uniquement sur une œuvre en disant ouais, Dragon Ball. Il y a d'autres chaînes qui le font mieux que moi. Je pense à DB Times, qui carrément c'est une chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. N'hésitez pas à découvrir cette chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Ils parlent mieux de Dragon Ball que moi. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux sur l'univers de Dragon Ball. C'est un univers que je pensais pourtant maîtriser tout le savoir et tout ça, mais je m'en suis rendu compte que non. Il y avait des tas de choses que je ne connaissais pas. Et il faut savoir encore, je vais juste boire un verre d'eau parce que là wow, je parle beaucoup. Oh, wow, ça fait du bien. Et donc, il faut savoir que quand j'étais adolescent, j'avais une encyclopédie Dragon Ball, sortie chez Glénat, qu'on m'a volée. Et j'ai appris beaucoup de choses sur Dragon Ball grâce à cette encyclopédie. Et
Et en fait, je me demande si c'est pas d'ailleurs des bits. Parce qu'en fait, eux, je crois qu'ils ont fait aussi une petite. Ils ont parlé de l'encyclopédie de Dragon Ball. Et je me demande si c'est pas celui qu'on m'a volé. Je déconne, évidemment, je déconne. Et, euh, et donc, je n'ai pas envie uniquement que cette chaîne parle uniquement de Dragon Ball. Je parlerai de temps à autre parce que ça reste quand même un univers que j'ai beaucoup. Voilà, il y a une grande place dans mon cœur, dans mon kokoro, hein, réservé à Dragon Ball. C'est un univers, c'est mon enfance, c'est ce manga qui m'a donné envie de lire d'autres mangas. Mais je n'ai pas envie de parler que de Dragon Ball. Voilà. Mais j'en parlerai évidemment pour ceux qui veulent que j'en parle. Je le ferai non pas parce que vous me le demandez, mais parce que personnellement, de mon côté, ça me fait aussi plaisir. Si j'en prenais aucun plaisir, je le ferais pas. Voilà, soyons clairs. Et donc, que dire l'avenir de la chaîne. Il faut savoir qu'en 2016, j'avais sorti une autre vidéo. Là, j'ai trouvé le juste équilibre entre les vidéos Dragon Ball et une autre vidéo qui ne va pas parler de Dragon Ball, au-delà des critiques manga. C'est de réaliser une émission qui s'appelle Anecdotaku. J'ai sorti un premier numéro en 2016, un épisode pilote, qui a été plutôt bien accueilli par vous, par une partie d'entre vous. Du coup, ça m'a motivé à réaliser. D'ailleurs, quand je vous ai dit qu'il y avait une centaine de vidéos que j'avais écrites entre 2015 et aujourd'hui, il faut savoir qu'une bonne partie sont des anecdotaku. Une bonne moitié des anecdotes, des documents Word que j'ai, une bonne moitié sont des anecdotaku consacrés à plusieurs œuvres. Donc il y a du Dragon Ball, ça il faut le savoir. Je crois que ce sera en numéro 7, en référence aux 7 boules de cristal. Il y a aussi des anecdotaku sur un mangaka, notamment sur Naoki Urasawa, sur Osamu Tezuka. Évidemment, il y en aura aussi sur Akira Toriyama. Il y aura des anecdotaku sur des studios d'animation, sur Bones, sur Gainax, sur Madhouse. Voilà, donc ça, c'est en préparation. Enfin, c'est en préparation. Ça dort pour le moment, mais quand ça va se réveiller, vous allez voir, ça va sortir, ça va... j'attends juste le déclic, mais ça va le faire. Et donc, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, je racontais l'avenir de la chaîne. L'avenir de la chaîne, les vidéos vont continuer. Je vais essayer, encore une fois, je ne promets rien. Je ne dis pas que je vais publier des vidéos chaque semaine. Je pense que c'est physiquement, psychologiquement pas possible pour moi. Vu ce que j'endure actuellement, je vais pas parler de mes problèmes privés, mais voilà, il m'arrive des tas de choses incroyables, des trucs qui n'arriveraient que dans des films, tellement c'est vraiment incroyable. Ceux qui connaissent un petit peu ma vie, qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle. Et donc, voilà. Il faut savoir que, vous savez que je vais changer de sujet. On va terminer sur une critique. Hier, il y avait la vidéo, il y avait un film qui est sorti qui était diffusé, pardon, sur M6. C'est Nicky Larson. Ah oui. Mais avant ça, regardez, je vais vous montrer. Attendez. Hop. Alors là, comme vous pouvez le voir, ce que vous voyez là, c'est l'une de mes premières vidéos sorties. Enfin, c'est une des vidéos que j'avais sorties à l'époque. Je faisais des petites blagues. Et après, on va parler de Nicky Larson, mais ce sera très rapide parce que du film Nicky Larson de Philippe Lachaud que j'ai visionné donc hier sur M6.
Non, moi c'est à cause de la 3D. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez entendu. Ah merde, j'ai même pas. Je pense que vous avez entendu. Voilà, donc ça c'est le genre de vidéo que je sais pas si je pourrais. De la façon dont je l'ai fait, je pense que je le pourrais pas, je le pourrais plus. J'assume pas. Là, je me suis forcé à vous le montrer parce que voilà. Mais putain, c'était en 2013, c'est incroyable, le temps passe vite. C'est-à-dire que dans 2 ans, ça va faire 10 ans que cette vidéo est sortie. J'ai quand même changé physiquement. J'ai moins de cheveux. J'ai plus de. Enfin, bref, je sais pas si j'ai plus maigri ou grossi. Mais voilà, ça c'était ce que je faisais voilà, il y a presque. Ouais, il y a 8 ans, 9 ans. 8 ans. 22 septembre, ouais, c'est il y a 8 ans. Waouh! On va changer de, on va changer de sujet. Donc, il faut savoir que ça c'est une autre vidéo que j'avais réalisée aussi en 2011. Donc, c'était il y a presque 10 ans. C'était le 24 octobre. C'était. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai chié dans mon Ben Production. Voilà. Ça, c'est le genre de blague, voilà, vraiment nul à chier que je fais comme ça parce que ça m'amuse comme un petit con, voilà, qui. Voilà. Et là, voilà, donc le jardin de. Le jardin, non, le parfum. Le parfum de Cupidon, c'est qui a été diffusé sur M6. Alors, c'est très amusant. Je vais voir les audiences. Les audiences. Euh, les audiences, voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Je vais légèrement. Hop. Voilà. Camping Paradise. J'ai pas tenu 5 minutes en regardant Camping Paradise. C'est le genre de truc que je peux vraiment, vraiment pas regarder. Alors, les audiences, parce qu'en fait, voilà, donc hier soir, Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud est sorti. Et les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont craché sur le film parce que ça ne respectait pas l'esprit de City Hunter, de Nicky Larson. C'était vraiment un déluge de gags. Et ça, c'est peut-être le truc que je reproche à ce film, parce que je l'ai vu pour la première fois seulement hier. Et je vais juste voir les audiences, en fait. Donc, les audiences du lundi 19 juillet 2021 pour les programmes diffusés en première partie de soirée. Sans grande surprise, lundi soir, TF1 est arrivé en tête des audiences avec Camping Paradise. Alors, je sais pas si c'est Camping Paradis ou Camping Paradise, je sais pas comment ça se prononce. L'épisode inédit de la série porté par Laurent Ornac a attiré 4,9 millions de téléspectateurs, soit 26% de part d'audience. 4,9 millions de personnes devant leur écran à regarder. Waouh. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je préfère voir les gens, des millions de gens regarder ça plutôt que de les voir regarder des émissions de télé-réalité qui, eux, là, sur le coup, ces genres d'émissions sont vraiment de véritables trous noirs dont certains prendraient un plaisir étrange à voir leur esprit, leur cerveau être aspiré dedans. Là, sur le coup, je préfère. Voilà, ok, je suis pas du tout fan de ce genre de programme. Mais par curiosité, moi qui regarde très peu la télé, sur le coup, j'étais très curieux de voir le film parce que je l'ai pas vu au cinéma et j'avais pas envie de, j'avais pas envie de l'acheter ni de le regarder en Blu-ray, ni en le regardant avec un torrent. Donc c'était diffusé, donc je l'ai regardé avec ces fameuses coupures pub, génialissime. Je trouve que c'est mes parties préférées. J'adore les coupures pub comme ça quand tu regardes un programme. C'est génial, j'adore ça. C'est aussi les raisons pour lesquelles je regarde plus la télé. Donc M6 suit avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon l'adaptation du dessin animé japonais de et avec Philippe Lachaud, mais aussi Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti, a réuni 2,2 millions. C'est pas mal de personnes, soit 11,6% de la PDA, part de marché, part d'audience, je crois que PDA c'est ça.
non loin derrière, France 2 proposait 2 nouveaux épisodes de Major Crime. Bref, bon, deuxième quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quand même, se faire écraser quand même. Bon, quoique, voilà, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, euh, c'est fou. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé à vous. Vous regardez un film, ce film vous caresse bien au sens du poil, que vous voyez des défauts notables à ce film. Des défauts, tu dis, bon, c'est des défauts comme qui sont quand même assez grossiers. Hein. Tu, tu peux pas, tu vois, tu sais, tu peux pas le nier, quoi. Ces défauts, ils sont là, et ces défauts t'énervent aussi. Mais comme le film t'a caressé au sens du poil tout au long du long métrage, la fiction, enfin le film te caresse au sens du poil, du coup tu peux pas le détester. Et le problème avec Nicky Larson, c'est ça, c'est que quand j'ai regardé le film hier, bah je pouvais pas le détester ce film parce que comment dire, on sent que quand même Philippe Lachaud et compagnie, la bande à Fifi et tout ça, on sent qu'ils sont quand même éclatés à réaliser ce film. On sent qu'ils sont vraiment fait plaisir. On sent que Philippe Lachaud est un vrai amoureux de alors je dirais pas de la culture otaku, je pense pas, mais en tout cas c'est un vrai nostalgique de la période Club Dorothée et ça se ressent vraiment dans ce film. On sent que c'est vraiment un vrai fan de Nicky Larson. Après, je sais pas si c'est un vrai fan de City Hunter, parce qu'il y a deux, hein, c'est deux univers différents. Hein. Il y a Nicky Larson et City Hunter, voilà, entre celui qui a été cuté, censuré, et l'autre, voilà, l'autre qui prend un ton un peu plus comique, et d'autres à la fois comique, mais surtout un peu tragique. Et en fait, le truc, c'est que quand on regarde Nicky Larson et le parfum de Cupidon, quand on regarde ce film, on se dit ah, ça, c'est vraiment du Nicky Larson. Tu te dis pas que c'est du City Hunter. Et je pense que les gens qui ont gueulé, c'est surtout des fans. Les gens qui ont gueulé sont surtout des fans de City Hunter. C'est des gens qui n'ont pas aimé le film, qui ont détesté ce film, au point de le bâcher, mais salement. Parce que j'ai lu des commentaires, hein, c'était assez violent. En fait, ils ont détesté le film parce que, oh là, ça ne respecte pas l'esprit de City Hunter. Mais il me semble que Philippe Lachaud l'avait dit, hein, que ce serait pas du City Hunter, ce serait du Nicky Larson. Donc lui, en fait, il voulait vraiment être dans le délire Nicky Larson, c'est-à-dire que de l'humour complètement débile, barré, comme ça, avec ça, c'est ces fameux... avec le méchant joué par, je sais plus comment il s'appelle, Maurice Sarfati, qui doublait la voix des méchants, et c'était vraiment marquant parce que c'est toujours avec les mêmes voix, avec les mêmes dialogues, avec le oh, tu m'as fait bobo, c'est le fameux bobo. Et en fait, j'ai vu, en plus dans le film, ils le disent, à un moment donné, il y a le méchant qui le dit, et ça c'est très marrant. Donc on sent vraiment que c'est plus évidemment du Nicky Larson que du City Hunter, et je pense que les gens n'ont pas compris ça. Alors c'est marrant parce qu'au Japon, le film est sorti au Japon sous le nom de City Hunter. Et du coup, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Déjà, c'est bizarre de voir un film adapté d'un manga qui soit français, qui est diffusé au Japon. Rien que ça, c'est bizarre. C'est assez amusant. Et en même temps, de dire que Nicky Larson, sorti en France, c'est vraiment du Nicky Larson à la Club Dorothée, avec les censures, tous ces trucs-là. Et on le retranspose en France avec l'humour. On le retranspose au Japon avec tout l'humour à la française qu'il y a dedans. L'humour, voilà, un peu grivois, enfin, assez. Avec plein de trucs sexuels, plein de pipi caca, des trucs comme ça. Enfin, l'humour à la française, quoi. Les trucs très. Qui n'est pas forcément l'humour des Japonais. Mais les Japonais, ils ont un humour tout aussi débile. Hein. Là, sur le coup, il n'y a pas de souci. Mais c'est amusant de voir que là-bas, bah, ça a été plutôt, je dirais pas bien accueilli, mais ça va, ça va. J'étais assez surpris, par exemple, que Tsukasa Ojo, et bah, il a déjà donné sa bénédiction, mais surtout, il a aimé le film. Ça, j'étais vraiment surpris. Parce que moi, quand j'ai vu le film la première fois, donc c'était hier, et ben en fait, je savais que j'allais voir du Nicky Larson et que je n'allais pas aller voir du City Hunter, mais il y a quelque chose quand même qui m'a beaucoup dérangé, c'est que même dans Nicky Larson, t'avais pas autant d'humour que ça. En fait, les personnages qui faisaient de l'humour, c'était qui ? C'était Laura et Nicky Larson. Voilà, c'était Laura et Nicky, il y avait que les deux enfin que les deux, il y avait d'autres personnages aussi, mais c'était surtout l'élément comique, c'était Nicky Larson.
C'était le gros dragueur lourdingue qui faisait des blagues sans arrêt et tout ça, qui prenait rien au sérieux et qui devenait sérieux vraiment dans des moments très sérieux, et c'est tout. Vous voyez. Alors que dans le film de Philippe Lachaud, c'est des blagues sans arrêt, non-stop, non-stop. Et chez n'importe quel personnage. C'est-à-dire qu'en fait, t'as même pas un seul personnage sérieux. C'est-à-dire même dans City Hunter, enfin même dans Nicky Larson, t'avais des personnages qui étaient, voilà, quand il fallait être sérieux, on est sérieux. Dans Nicky Larson de Philippe Lachaud, c'est des blagues tout le temps. Et limite, les trucs un petit peu sérieux, qui restent pas très longtemps sérieux, et bah, c'est limite à la fin du film. Mais sinon, tout le long, c'est des blagues, des enchaînements de blagues, des blagues. Il y en a qui sont très drôles. Alors, sincèrement, j'ai ri. J'ai ri à pas mal de scènes. Mais il y en a d'autres où je souriais seulement. Et d'autres, j'étais gêné. C'est vraiment des blagues. Tu te dis, bon, je pense que ça n'a rien à foutre là. C'est pas très efficace. Ils auraient pu, voilà, ils auraient pu éviter ça. Ils auraient pu trouver autre chose. Je sais pas, un truc plus drôle. Mais là, il y a ouais, c'est limite, ouais, les gens me reprochent le fait de faire trop de blagues, des blagues gênantes, de faire du forcing sur les blagues et tout. Là, Nicky Larson, le parfum de Cupidon, c'est. En fait, il faut savoir qu'en même temps, après moi ce que je trouvais ça amusant, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment que Philippe Lachaud, il a voulu faire son Astérix Mission Cléopâtre. Vous voyez, Chabat, il a fait un peu la même chose. Chabat, il s'est approprié l'univers d'Astérix et il a commencé à faire ses blagues à lui. Ouais. Il respectait un petit peu l'esprit d'Astérix tout en infusant son style personnel, ses blagues, les mentalités actuelles d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la mentalité des années 70, c'est-à-dire la décennie où est sorti Astérix chez Cléopâtre. Et donc du coup en fait j'ai l'impression que Philippe Lachaud il a fait la même chose. En fait il s'est approprié l'univers de Nicky Larson pour le faire à sa sauce avec ses blagues entre potes, avec la bande à Fifi. J'allais dire la bande à Riri. et donc du coup c'est pour ça que c'est très mitigé, vous voyez. C'est autant ça va, j'ai quand même bien aimé le film sans pour autant l'adorer, sans pour autant dire que c'est génial, sans pour autant dire que c'était un, voilà, c'est pas un film mémorable. C'est une comédie. Mais c'est le genre de comédie que je préfère voir à la télé, même si c'est débile. Même je préfère le genre de comédie que je veux voir au cinéma, même si c'est complètement débile, mais à souhait. Plutôt que de voir certains types de comédies qui malheureusement sont souvent très mises en avant dans les cinémas français. Voilà, donc c'était gênant et en même temps c'était appréciable. C'est très, je sais pas, c'est très étrange comme il y a plein de sentiments mêlés comme ça qui sont contradictoires et qui font que je n'ai pas vraiment un avis très tranché, très clair sur ce film. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Je trouve que genre même Tsukasa Ojo lui-même avait dit qu'il regrettait de ne pas n'avoir eu l'idée de cette histoire de parfum de Cupidon. Il n'a pas eu, voilà. Et vous vous rendez compte que lui-même, le mangaka lui-même qui dit ça comme ça, qui dit d'avoir regretté de ne pas avoir l'idée avant. Déjà on va être clair, c'est que l'idée même du parfum, c'est débile. En même temps, c'est une comédie à la con avec plein de c'est complètement caricatural, c'est volontairement caricatural, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, mon gros problème, c'est l'humour, c'est le fait qu'il y en ait trop. Le dosage d'humour est vraiment, c'est effréné, mais complètement. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait plein de gens, même des fans de Nicky Larson et pas de City Hunter, hein, de Nicky Larson. C'est-à-dire des gens qui ont grandi avec Nicky Larson étant gamin avec le Club Dorothée, qui n'ont pas forcément lu les mangas papier City Hunter et qui vont être complètement déstabilisés avec le film parce qu'ils vont se dire mais il y a trop d'humour. Il y a trop d'humour. Moi je me dis ouais bon, après si Philippe Lachaud a fait son Chabat avec... que Chabat, lui, il a fait Astérix Mission Cléopâtre avec ses petites références à lui. Si Philippe Lachaud, lui, l'a fait de son côté en empruntant quasiment le même concept. Oh, c'est vrai qu'il y a plein de références, par exemple, au Club Dorothée. À un moment donné, il y a un couple de mariés qui s'appelle Jeanne et Serge.
Voilà, il y a un moment donné Nicky Larson qui défonce des méchants, voilà, et au moment où il les met tous KO, il dit bon bah allez, salut les musclés. Voilà, et des blagues comme ça qui font des petites références, c'est très amusant parce que c'est foutu comme ça. Parfois c'est foutu très subtilement, parfois c'est foutu très grossièrement. Et même quand c'est fait grossièrement, ça va. Ça reste amusant. Donc j'ai appris hier qu'il y aurait une suite, a priori qui est en préparation, donc pourquoi pas. Voilà, donc euh, sinon à part ça, je prépare un Doshinji. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est vrai en plus, hein, je compte publier un Doshinji à la fin de l'année, si je réussis évidemment, si je trouve la motivation pour terminer le manga. Et je vais le publier, je sais pas comment je vais faire, peut-être avec Ulule. Ou bien, je sais pas comment ça fonctionnait, mais je vais voir. Mais je pense que ça va vous plaire. Par contre, il faut avoir plus de 18 ans, voilà, je vous préviens. Je vais juste... alors, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, la scène qui a choqué les Japonais. Parce que il y a une scène qui a choqué les Japonais, a priori. Parce qu'il faut savoir qu'en France, les comédies françaises sont très... Je dis pas très souvent, mais il y a beaucoup de scatophilie. Il y a beaucoup de blagues pipi caca. Par exemple, j'ai vu Taxi 5 il y a quelques années. Pour vous dire, je crois que c'est la dernière fois que j'ai regardé une comédie française. Beaucoup de regrets. Et en fait, dans ce film-là, à un moment donné, il y a une scène avec du caca. C'était insupportable à voir. Les blagues scatophiles, ça peut être drôle, mais il faut que ce soit bien foutu. Il faut pas que ce soit non plus. Mais là, bon, en gros, la scène qui a choqué les Japonais, c'est une scène où en fait t'as Nicky Larson qui pisse dans la baignoire, je crois, un truc comme ça. Alors je vais vous lire. À la demande, alors c'est marrant parce que c'est à la demande des Japonais qui avaient un droit de regard. C'est marrant, les producteurs japonais qui ont les ayants droit de l'univers de City Hunter avaient un droit de regard sur le scénario de Philippe Lachaud. C'est amusant, ça je savais pas. C'était autour de Nicky et Laura qui ont une relation chien et chat. Voilà. Ils n'arrêtent pas de se faire des crasses. À un moment, Laura se baignait dans son bain. Elle recevait une photo sur son téléphone de Nicky en train de pisser dedans. Voilà. Donc c'est cette scène-là qui a choqué les Japonais. Personnellement, je n'aurais jamais fait cette blague. Je trouve ça dégueulasse. Sincèrement, c'est même pas une crasse. C'est limite, c'est dégueu. C'est le genre de choses que je pourrais pas faire ce genre de blague à quelqu'un. Pisser dans la baignoire de quelqu'un, ça c'est des choses que je pourrais jamais faire. Et du coup, c'est forcément, je trouve que c'est trop, ça va trop loin. C'est vrai qu'il y a des blagues, ça va vraiment loin et du coup, tu t'arrives pas trop à en rire. Moi personnellement, j'ai pas le souvenir de cette blague. Je sais pas s'ils l'ont vraiment coupé dans la version française. J'ai pas le souvenir. Mais moi personnellement, il y a des blagues. Tu dis bon, je pense que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de la mettre. Voilà. Non, en tout cas, c'est très amusant de voir qu'un film français qui adapte un manga soit diffusé au Japon. Je trouve ça. c'est- C'est Chanta de Moe. Incroyable. Incroyable. Vraiment, ah ouais, j'avais déjà vu ça, j'avais déjà vu le... C'était il y a longtemps. J'ai vu que j'avais laissé un like
Alors ça, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que j'avais liké mais je me souviens d'avoir vu la bande-annonce, mais ça faisait longtemps. Euh, Ah, je trouve ça dingue. C'est dingue. Bon, c'était pas mauvais. C'était pas une catastrophe. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter. Oui, beaucoup trop d'humour, c'est vrai. C'est chiant par moment. Mais ça va, je trouve que déjà, scénaristiquement, ça tient la route. Ouais, ça retient la route. Il y a certains trucs qui m'ont gêné quand même dans le film, notamment à la fin, avec quand on découvre qui a été vous savez, le véritable assassin du frère de Laura. La façon dont on découvre le truc, en fait, je trouve que c'était totalement incohérent, mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais bon, là pour le moment, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, pour terminer, je vous dis le récapitulatif. Je dis donc, je vais continuer les vidéos. Hein, ça fait 10 ans que la chaîne existe et je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas non, je vais continuer parce que voilà, j'aime même si je suis pas motivé par ce que je fais en ce moment, j'aime malgré tout ce que je fais. Et ça, c'est déjà très important. Euh, et je vous dis donc à très vite pour une vidéo en préparation. Une vidéo qui va s'appeler Anecdotaku. Donc j'avais déjà sorti un numéro en 2016. Et là, ce sera une émission consacrée, bon, je ne vous le dis pas, mais je pense que ça va vous intéresser, même pour ceux qui ne sont pas, même ceux qui sont uniquement Dragon Ball, même ceux qui ne sont pas forcément très très curieux, je pense qu'ils vont aimer. Je pense que ce qui est bien avec Anecdotaku, c'est que t'apprends des choses, mais surtout, tu découvres. Et la façon dont tu vas découvrir un univers ou l'histoire d'un auteur, ça va te donner envie de découvrir l'œuvre par la suite. Donc c'est un bon, comment on appelle ça, euh, c'est un bon deal. Voilà, je sais pas si on peut dire les choses comme ça. Donc voilà, donc à, à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Nissan Boy. Portez-vous bien. Bye, ciao.